5 ans après la grande crise migratoire qui frappa l'Europe, les frontières hongroises sont encore mises à rude épreuve. Une guerre d'usure semble engagée, un reportage exclusif de nos correspondants en Europe centrale. Après avoir fait mine de s'intéresser au handicap, Emmanuel Macron tente de se faire passer pour un écologiste. Un nouveau coup de com' qui ne trompe personne à quelques semaines des élections municipales. Après un exercice 2018 compliqué, l'enseigne de sport Decathlon a redressé la barre l'année dernière. Avec un chiffre d'affaires en augmentation de 3%, la stratégie des marques propres du groupe français semble porter ses fruits. Madame, Monsieur, bonsoir. La Hongrie va-t-elle connaître une nouvelle crise migratoire après celle de 2015 et la construction d'une clôture à la frontière sud du pays à l'initiative de Viktor Orban pour lutter contre l'afflux de clandestins en provenance des Balkans? La pression semble reprendre de plus belle. Un reportage de nos confrères du Visegrad Post. Depuis plusieurs semaines, l'immigration clandestine est de nouveau au cœur de l'actualité en Hongrie. Ces images du 28 janvier 2020 à l'aube montrent un groupe d'une soixantaine de migrants en provenance de Serbie prenant d'assaut la frontière hongroise à Röszke. Ce n'est qu'après plusieurs tirs de semonce des policiers hongrois que les clandestins ont rebroussé chemin. Quelques jours plus tard, dans la nuit du 6 au 7 février, plusieurs centaines de migrants faisaient le siège de la frontière hongroise à Kelebia avant d'être évacués par la police serbe et renvoyés dans les camps de réfugiés. Ainsi, le dispositif conséquent de protection des frontières mis en place par Budapest durant l'été 2015 et renforcé au fil des années ne décourage plus les tentatives d'intrusion de la frontière hongroise. Des tunnels ont même été découverts par la police chargée de la protection de la frontière. Selon Sándor Nagy, garde-frontière dans la commune frontalière de Hasotalom, cela fait en réalité plusieurs mois que la situation s'est aggravée. Engem nem lepett meg az a röszkei esemény, én azt gondolom, hogy kész csoda, hogy eddig nem volt ilyen. Sőt, én azt gondolom, hogy ezután több ilyenre lehet számítani. Ezt nem háttérinformációkból tudom, én egyszerűen azt gondolom, hogy a migránsok is látják azt, hogy igen kevés az élő erő a határon, kevés a rendőr, kevés a fizikális védelem a kerítésen kívül, tehát az élő erős védelem elég kevés, és ezt ki fogják használni egyre inkább. Tehát a tapasztalatok azt mutatják, hogy be tudnak jutni a kerítésen, átlétráznak, vagy akár lehetett hallani ezt az alagutat átásnak alatta. Az esetek túlnyomó részében a magyar területen elfogásra kerülnek, visszateszik őket Röszkénél, szerbiai oldalra, aztán újra jönnek. Selon Ferenc Almasi, rédacteur en chef du Visegrad Post, cette nouvelle prise d'assaut de la frontière hongroise a des raisons non seulement pratiques, mais également idéologiques, derrière lesquelles il faut retrouver l'action des ONG. Pourquoi la Hongrie? Évidemment, il faut quand même répondre à cette question, c'est que la frontière hongroise a l'avantage pour les clandestins d'être la porte d'entrée pour l'espace Schengen. Si on regarde une carte, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui en Bosnie, qui ont tenté de prendre le chemin le plus court finalement pour l'Ouest, c'est-à-dire les Balkans occidentaux, en passant par la Croatie, la Slovénie, sauf que la Croatie n'est pas dans l'espace Schengen, mais c'est un pays de l'UE. Et donc, ça veut dire qu'ils doivent déjà rentrer, les clandestins devraient déjà rentrer une première fois en Croatie, ce qui est déjà une première frontière difficile à passer. Et ensuite, ils devraient passer soit la frontière hongroise, soit la frontière slovène pour entrer dans l'espace Schengen. C'est à travers de groupes Facebook privés auxquels les migrants sont connectés ou des membres d'ONG ont donné de fausses informations pour induire en erreur les migrants, en fait, en réalité, dans le but de créer une opération de communication en leur disant c'est le moment d'aller à la frontière massivement, par centaines, parce que là, il y a moyen de faire céder la Hongrie et ils vont nous laisser rentrer. Les migrants qui donc, ne sont pas forcément au courant de comment ça se passe au niveau de la frontière hongroise, font confiance à ces gens qui se vendent comme des bienfaiteurs, et donc sont tombés dans ce piège dont ils sont devenus les acteurs et les victimes en même temps. C'est le même scénario que ce qui s'est passé en 2015. En fait, ça fait partie d'une opération, d'une guerre d'usure, en réalité contre Viktor Orban en particulier, mais pas seulement, en réalité contre toute l'Europe centrale, qui en 2015 s'était dressé comme un seul homme contre le principe de l'immigration illégale incontrôlée et massive. Les gouvernements immigrationnistes d'Europe occidentale ont été un peu pris de court à ce moment-là. Ce genre d'action fait partie non seulement des représailles, mais aussi de la nouvelle stratégie mise en place, c'est-à-dire une guerre d'usure par l'image, essayer de faire passer la Hongrie pour le mauvais dans l'histoire. Si la Hongrie semble en mesure de contenir les vagues qui arrivent à sa frontière sud, c'est sur le flanc est
et du côté de la frontière avec la Roumanie que 2020 pourrait malgré tout s'avérer une année compliquée. Le renversement du gouvernement populiste de gauche en Roumanie à l'automne dernier, remplacé par un gouvernement européiste de centre-droit dirigé par Ludovic Orban, qui ne doit pas être confondu avec le hongrois Viktor Orban, pourrait également compliquer la donne. En effet, la frontière entre la Hongrie et la Roumanie ne dispose pas de clôture comme avec les frontières serbes et croates. Certains migrants se trouvant en Serbie ont commencé à contourner la clôture en passant furtivement par la Roumanie pour ainsi parvenir en Hongrie. Affaire à suivre donc. Et notons qu'après les récentes tentatives de passage à la frontière, les autorités hongroises ont décidé de doubler leurs effectifs. Retour en France à présent, après le handicap, l'écologie. Le président Macron, en campagne municipale, ne renonce devant rien et tente de se faire passer pour un champion de la défense de la nature. Et ce n'est pas gagné. Une visite de la mer de glace pour se faire passer pour un écolo. Le président Emmanuel Macron était en déplacement jeudi du côté de Chamonix, en Haute-Savoie, pour distiller quelques annonces superficielles en matière de protection de l'environnement. Après s'être attelé brièvement à la question du handicap, le chef de l'État en campagne, amateur des plans com et autres algorithmes, s'attaque donc à ce qu'il perçoit comme un autre segment de marché électoral, l'écologie. Un domaine dans lequel il est à la peine. En effet, après avoir réussi un bon coup médiatique en débauchant Nicolas Hulot comme ministre de l'écologie, qui s'était enfui après moins d'1 an et demi d'exercice, se rendant compte de l'absence d'intérêt réel du patron de l'Élysée pour la question environnementale, l'exécutif peine à trouver un second souffle vert. Il y a bien eu la tentative de séduire l'égérie Greta Thunberg, mais les soldats gouvernementaux ont au fait de lui tourner le dos quand cette dernière a demandé des résultats concrets. Au-delà de la campagne municipale, le président vise également sa propre réélection et entend se prémunir contre une hypothétique candidature écologique surprise, ce qui demeure pour le moment improbable, tant l'écologie institutionnelle peine à réussir dans le scrutin présidentiel. Mercredi, le président avait ainsi tenu un conseil de défense écologique, duquel est sortie une petite batterie de mesures, des mesures symboliques, voire un peu ridicules, comme l'incitation aux fonctionnaires à faire du vélo, et surtout, pas de prise de décision radicale comme la taxation de produits importés qui permettrait de favoriser la fabrication locale et les circuits courts. C'est toute la difficulté pour un chef d'État adepte du libre-échange mondialisé qui, en même temps, veut faire croire qu'il défend l'écologie. Une opération de communication qui ne semble pourtant plus tromper grand monde. Ainsi, Greenpeace dénonce une vaste opération de communication pour verdir son image avant les municipales. Reste à voir à présent si ces gesticulations verdâtres du pensionnaire de l'Élysée parviendront à convaincre des électeurs. Sans transition, Decathlon tient la forme après un creux en 2018. L'enseigne de sport a vu ses ventes grimper de 3% l'année dernière en France. Un excellent résultat pour le groupe français, conséquence d'un virage stratégique véritablement écologique. Thibaut Bastide. Decathlon repart de plus belle. Après une chute des ventes de 5% en 2018, l'enseigne de sport a su rebondir en 2019. Selon les résultats financiers publiés mardi, le groupe de production et de distribution qui appartient à la famille Muliez, propriétaire également d'Auchan, Boulanger ou encore Leroy Merlin, aurait dégagé un chiffre d'affaires mondial de 12,4 milliards d'euros, en hausse de 9%. En France, l'enseigne enregistre un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros hors taxes, dont 7,7% de ventes en ligne. Un chiffre d'affaires en augmentation de 3% par rapport à l'année précédente, marqué notamment par une fin d'exercice possiblement perturbée par le phénomène des gilets jaunes. En ce qui concerne le résultat net, là encore, le bilan est extrêmement bon, avec un bénéfice estimé à 555 millions d'euros contre 497 millions en 2018. Tout roule comme sur des roulettes pour Decathlon, pourtant l'entreprise avait tenté un pari loin d'être gagné d'avance. En effet, le groupe français, non coté en bourse, a pris ces dernières années un virage stratégique assez radical. Privilégié dans ses rayons ses marques propres, plus rentables, au détriment des grandes marques internationales telles que Nike ou Adidas dans une proportion moyenne de 80%, 20%. Pour ce faire, le groupe s'est lancé dans le développement massif de ses marques propres en touchant 87 disciplines grâce à des équipes d'ingénieurs dédiées à la recherche et au développement, tout en alliant ses compétences avec d'autres acteurs majeurs du sport comme le leader en ligne du running, Altrix. Un véritable risque pour Decathlon alors que le consommateur fait davantage confiance aux grandes marques du fait de leur rayonnement international. La stratégie s'est néanmoins avérée payante. Pour preuve, les marques propres conçues par Decathlon représentent aujourd'hui 80% du chiffre d'affaires. Par ailleurs, l'enseigne a lancé de nouveaux services qui semblent également
semblant avoir trouvé leur public. Comme Decathlon Occasion qui propose dans plus de la moitié des magasins une offre de produits de seconde main vendus 10 à 30% moins cher, ou encore Mon Petit Décat, des boutiques éphémères sous forme de containers installés sur les lieux de la pratique, au départ d'une course à pied, à la plage ou en bas des pistes de ski. L'enseigne de sport préférée des Français qui vise 100% de produits éco-conçus en 2026 reprend donc une longueur d'avance sur ses concurrents français et vise désormais les sommets mondiaux. Passons à présent à l'actualité en bref, et c'est encore avec Thibaut Bastide. Un nouveau candidat à la présidentielle de 2022. Mercredi soir, l'ancien député La République En Marche, Joachim Son-Forget, a annoncé sa candidature dans l'émission de divertissement Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Il a notamment déclaré vouloir construire un projet présidentiel avec Alexandre Benalla. Joachim Son-Forget avait récemment demandé un badge d'accès à l'Assemblée pour l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron en tant que collaborateur bénévole. Cette requête a été refusée car l'entreprise de ce dernier s'apparente à du lobbying. Revendiquant sa liberté de penser, Joachim Son-Forget a lancé un parti politique nommé Valeurs Absolues. Patrick Balkany libéré pour raison de santé. Mercredi, la Cour d'appel de Paris a ordonné la remise en liberté de l'ancien maire de Levallois-Perret, condamné pour fraude fiscale et pour blanchiment aggravé. Après expertise médicale, la Cour a constaté que l'état de santé de l'ancien élu était difficilement compatible avec la détention. Placé sous contrôle judiciaire, Patrick Balkany a obligation de fixer sa résidence au moulin de Cossy à Giverny dans l'Eure. Il doit également se présenter 2 fois par mois à la gendarmerie et a interdiction de sortir du territoire national. Un traitement de faveur étonnamment arrangeant pour un maire très controversé. Une conférence attaquée par l'extrême gauche mercredi soir à l'occasion d'une rencontre sur le thème du courage en politique organisée par l'association toulousaine Le Cercle des Capitouls, à laquelle devaient participer le maire de Béziers Robert Ménard et l'écrivain François Bousquet. Le café accueillant les intervenants a été attaqué par une 50aine de militants antifascistes, notamment à coups de cocktails Molotov et de chaises. Le maire de Béziers, Robert Ménard, a finalement annulé sa participation à cet événement. Philippe Poutou à la cote à Bordeaux. Selon un sondage IFOP fiducial publié mardi, l'ancien candidat du NPA à la présidentielle et désormais candidat à la mairie girondine, soutenu par la France Insoumise, recueillerait 11% des voix, un score lui permettant d'être qualifié pour le second tour. Le maire sortant, Nicolas Florian, successeur d'Alain Juppé, reste néanmoins en tête des intentions de vote avec 38% devant la liste écologiste menée par Pierre Urmic qui reste stable à 30% et le candidat de La République En Marche, Thomas Cazenave, en recul à 13 points. À en croire ce sondage, une quadrangulaire serait donc envisageable à Bordeaux, ce qui devrait profiter à l'équipe en place. Un cadre légal pour les enfants influenceurs. Une proposition de loi visant à encadrer le travail des enfants sur Internet a été votée mercredi par l'Assemblée nationale. Le député LREM Bruno Stender, à l'origine de cette démarche, explique que le but est de faire prévaloir l'intérêt de l'enfant. Ce régime de déclaration obligatoire sera assorti de mesures protectrices sur les horaires et les revenus, avec l'obligation de verser les sommes perçues à la Caisse des dépôts jusqu'à la majorité des enfants. Les chiffres du coronavirus bondissent après une réévaluation des méthodes de détection. Ce jeudi, le bilan des décès et des contaminations au coronavirus a connu une forte hausse en Chine après l'adoption par les autorités d'une nouvelle méthode de détection des cas. La commission de la santé de la province centrale du Hubei, épicentre de l'épidémie, a annoncé dans son bilan quotidien 242 nouveaux décès. C'est de loin le chiffre le plus lourd enregistré en 24 heures depuis que la crise a débuté en décembre. La commission a aussi indiqué que 14 840 nouveaux cas de contamination avaient été détectés dans le Hubei en 24 heures. Cela porte à près de 60 000 le total des contaminations dans l'ensemble de la Chine continentale. Ces nouveaux chiffres pourraient alimenter les spéculations selon lesquelles la gravité de l'épidémie de pneumonie due au nouveau coronavirus, appelé officiellement Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé, pourrait avoir été sous-estimée.
Matteo Salvini à la barre. Mercredi, le Sénat italien a renvoyé en justice l'ancien ministre de l'Intérieur, accusé de séquestration de personnes pour avoir bloqué un bateau de migrants au large de la Sicile en juillet 2019. Les sénateurs ont donc voté la levée de l'immunité de l'ancien ministre. Avant la décision, les sénateurs de la Ligue, le parti de Matteo Salvini, ont quitté l'hémicycle. Chiunque in Italia, posso star simpatico o antipatico, sapeva e sa che votando Lega, che votando Salvini, avremmo fatto di tutto per bloccare gli sbarchi degli immigrati clandestini. Sur Twitter, Matteo Salvini a indiqué qu'il revendiquerait avec orgueil avoir défendu sa patrie lors de son procès. En cas de condamnation, Matteo Salvini encourt une peine d'inéligibilité de 6 à 8 ans. Le plus vieil homme du monde est japonais. Mercredi, Shitetsu Watanabe, 112 ans, s'est vu décerner le titre de nouveau doyen masculin de l'humanité par le Guinness Book des records. Le précédent détenteur du record, Masazo Nonaka, un autre japonais, est décédé le mois dernier à 112 ans et 266 jours. Watanabe, qui a eu 5 enfants, estime que le secret de sa longévité était simplement de ne pas se mettre en colère et de garder le sourire, tout en s'accordant quelques sucreries de temps en temps. Le Japon détient l'une des espérances de vie les plus élevées au monde. Plus de 70 000 centenaires vivent dans le pays. C'est bientôt la fin de cette édition. Ce soir, l'émission Cette année-là revient sur 1975 et la sortie du film Les Galettes du Pont-Aven avec Jean-Pierre Mariel. Et dans l'immédiat, en l'absence de Jean-Yves Le Gallou, Florian Janin et Nicolas Faure évoquent le débat Zemmour-Schiappa et la médiatisation d'un migrant, Ulrich Cabrel. Et tout de suite, mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Jean-Michel Blanquer, Jean Michou pour les intimes, ministre de l'Éducation de son État, aime à se poser comme le grand restaurateur de l'unité de la nation républicaine par l'enseignement. Derrière le rideau de fumée des déclarations, la réalité du décor est malheureusement nettement moins reluisante. Prenons par exemple sa réforme du bac. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer le gigantesque schmilblick qu'elle avait occasionné pour les pauvres professeurs et les pauvres élèves qui sont bien en peine d'y comprendre quoi que ce soit quand il s'agit de leurs options et de construire leurs emplois du temps. Et quand on en arrive à l'examen lui-même, l'envers du décor devient franchement chaotique. Voyons plutôt. Officiellement, Jean Michou travaille à redorer le blason du bac, les lauriers d'Apollon, la gloire et le savoir. Dans les faits, il est en train de mettre en œuvre 3 bacs pour le prix d'un. 3 bacs à géométrie variable pour une maîtrise des savoirs plus que contestable et une inégalité indéfendable. Le premier baccalauréat, c'est pour le commun des mortels. Ce bac résulte de sa génialissime réforme du lycée. Une espèce de chose sans queue ni tête, complètement vidée de sa substance, comportant notamment des épreuves partielles organisées par les établissements, ainsi que la notation d'un contrôle continu par les propres professeurs des élèves, en contrôle continu. En clair, superbe boulevard pour tout bidouillage ou carambouillage. Si j'étais impertinent, et pour paraphraser l'admirable Sully, je dirais que bidouillage et carambouillage sont les 2 mamelles de Michou. Ce n'est pas très poétique, je l'avoue, mais ça parle fort quelque part, je veux dire, comme disent toujours les bobos du Marais. Ce bac va donc se transformer en un diplôme qui ne vaudra plus grand-chose et qui vaudra encore moins que le précédent qui ne valait déjà plus grand-chose. Passons au deuxième bac.
Celui-là, c'est pour les pauvres malheureux qui essaient d'échapper à l'emprise du mammouth et qui sont dans les établissements libres, dits aussi hors contrat. Ha ha ha! On va leur faire payer cher leur velléité d'indépendance à ces petits. Sale gosse, va. Vous allez voir ça. Pour eux, pas de pitié. Uniquement de bonnes vieilles épreuves finales à l'ancienne où l'on est sûr et certain de pouvoir les saquer, ces sales gosses. Il faudrait quand même pas qu'il apparaisse qu'ils sont mieux formés que dans le public. Non mais quand même alors, ça ferait désordre. Nous allons passer maintenant au 3e baccalauréat. Alors celui-là, c'est pour les vénards dûment sélectionnés par le système dans les établissements publics d'excellence à destination de la diversité, entre guillemets, qui n'a rien de divers, mais qui est surtout très immigro-centré. Un bac spécial, adapté aux standards internationaux, qui leur permettra de se présenter ensuite dans de prestigieuses institutions à travers le monde sans avoir à souffrir de la dévalorisation avancée du bac que passeront leurs petits camarades du système général. Inutile de vous dire qu'ils ne seront pas nombreux, ceux qui pourront en profiter, mais ils seront bien mis en valeur et pris en modèle pour prouver l'efficacité du système Blanquer. Avec tout ça, comment qu'on relève le niveau général de l'enseignement en France? Comment? Puis-je? De quoi que vous causez? Mais enfin, là n'est pas la question, voyons. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.